À présent, direction le Burundi. Et cette question, le régime de Bujumbura serait-il en train de desserrer l'étau autour de l'opposition? Dimanche dernier, le parti d'Agathon Rwasa devait organiser une réunion publique refusée par les autorités. Les autorités qui viennent finalement de reculer et l'autorisent à lancer ses activités dès demain. On écoute la réaction d'Agathon Rwasa. Le lancement des activités, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, nous introduit devant la communauté tant burundaise qu'internationale comme l'une des composantes politiques au Burundi. Nous sommes dans un contexte un peu délicat où, quelque part, le parti au pouvoir voudrait plutôt monopoliser le terrain à lui seul, mais aussi nous pensons que pour l'intérêt de la démocratie, on doit quand même libéraliser ce terrain-là. On doit laisser ceux qui ont à dire dans la politique burundaise s'exprimer librement. Et pour continuer à parler de la situation politique au Burundi, on retrouve David Gakunzi, écrivain, intellectuel, ancien fonctionnaire international. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous venez d'entendre l'opposant Agathon Rwasa. Comment est-ce que vous comprenez ce revirement du régime? Est-ce que, selon vous, c'est une façon peut-être de desserrer un petit peu l'étau sur l'opposition? Je crois qu'il n'y a pas de revirement parce que Agathon Rwasa, on lui a permis de participer aux élections précédentes. Le régime joue chaque fois le chaud et le froid. Et lorsqu'on approche les élections, on laisse un peu d'espace à l'opposant pour servir de faire valoir. Et en même temps, la répression continue sur la base. Cette semaine, il y a eu des militants d'Agathon Rwasa qui ont été arrêtés, notamment dans le nord du pays. Donc on fait semblant d'ouvrir l'espace politique, mais en réalité, la répression continue. À partir du mois de juin, David Gakunzi, le Burundi doit mettre en place une commission vérité et réconciliation. On doit entendre les témoins et les victimes aussi des crimes commis dans le pays après l'indépendance. Vous avez signé une tribune dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Pourquoi est-ce que ce travail de mémoire vous paraît indispensable dans le Burundi d'aujourd'hui? C'est une commission vérité et réconciliation indépendante, parce qu'il y a aussi une commission vérité et réconciliation nationale. Absolument. Lorsqu'on a été à Arusha, l'accord de paix prévoyait la mise sur pied d'une commission vérité et réconciliation. Le principe, ce qu'avait compris Mandela, c'était qu'un processus de paix, lorsqu'il est positif, doit marcher sur deux jambes. L'aspect politique, c'était notamment le partage du pouvoir, la sécurité pour tous, mais aussi l'aspect guérison, avec la commission vérité et réconciliation, la libération de la parole, le traitement du passé, dans une dynamique non pas de vengeance ou de culpabilisation, mais plutôt de reconstruction du tissu social et surtout d'essayer de comprendre les mécanismes de la fabrication de la violence et de la haine. Malheureusement, cette commission-là, cette jambe de guérison, n'a pas été mise en place dans un contexte, je dirais, satisfaisant. On oublie souvent, par exemple, quand on encense la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, on oublie souvent de dire que sans Mandela, il n'y aurait jamais eu de Desmond Tutu. Justement, sans cadre politique sain, il ne peut pas y avoir de réconciliation de vérité. Est-ce que vous pensez que là, les conditions seront réunies pour une commission Vérité et Réconciliation, même indépendante? La démarche est de dire on ne peut pas laisser un clan au pouvoir le monopole du traitement du passé et de la mémoire, d'autant plus que ce pouvoir-là est dans une dynamique plutôt d'antagoniser et d'instrumentaliser le passé. Donc en tant que citoyen, l'idée c'est de dire essayons de permettre la libération de la parole, essayons d'introduire le Burundi dans une dynamique d'empathie, de sortir les gens de cette désempathie qui fait qu'on n'est pas sensible à la souffrance de l'autre, d'essayer de faire comprendre aux gens que nous devons regarder notre passé en face et arrêter de continuer à dire que nos malheurs viennent des colons ou viennent des voisins ou du monde entier ou de l'Union africaine. En quelques mots, David, quels sont les crimes, selon vous, qu'il faut verbaliser aujourd'hui au Burundi? Il y a eu plusieurs crimes dans notre passé. Il y a eu 65, il y a eu 69, il y a eu 71, il y a eu 72, il y a eu 93. Chaque génération a subi, je dirais, une catastrophe. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? C'était l'amnésie. On a fait comme s'il ne s'était rien passé. Alors ces douleurs-là sont là. Il n'y a pas un Burundais aujourd'hui qui n'a pas un proche, qui n'a pas un membre de la famille, qui n'a pas un ami qui est mort. Alors justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez que ce travail de mémoire peut
contribuer à pacifier la vie politique burundaise, en quelques mots? On ne construit pas l'avenir en muselant le passé. On construit l'avenir en essayant de regarder le passé en face, non pas pour chercher une vengeance, mais pour essayer justement de faire comprendre quels sont les mécanismes qui ont conduit à ce qui est arrivé et pour essayer de construire un avenir désirable pour tous, en essayant de faire comprendre à tous qu'on a tous été victimes et qu'il s'agit maintenant de trouver la voie qui nous permettrait de vivre dans une paix durable, c'est-à-dire une paix positive, pas une paix négative avec la violence. Il s'agit de réintroduire aussi dans la société la notion de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas agresser les femmes, que cela est un interdit pacifier la société universel. Donc, David Gakunzi, ancien haut fonctionnaire, écrivain intellectuel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.